Et il faut bien le faire. Bon. Atlantide est le plus grand film Disney de tous les temps. Bien, maintenant que c'est fait, passons à l'épisode. L'épisode se centre sur Cora qui travaillait à une taverne en plus de travailler avec son père meunier, où elle a rencontré un type pour lequel elle a été un peu attirée et qui s'est révélé être, semble-t-il, un prince Jonathan, qui lui promet... alors, un petit détail que j'ai bien aimé, il lui fait une espèce de petite bague en paille et il lui promet de transformer ça en or la prochaine fois qu'ils se verront. Petit rappel à son premier flashback où elle s'est vantée de pouvoir transformer la paille en or. C'était bien joli, hein, bien subtilement amené, j'ai bien aimé ça. Donc elle est un petit peu elle est prise sous le charme et décide de lui accorder le lit avec elle. Et quelques temps plus tard, 2 mois, après ça, elle ne l'a plus revu. Le gars et elle finit par le croiser au château et par se rendre compte qu'en fait c'est juste un jardinier qu'il avait manipulé pour coucher avec elle. Mais il s'avère qu'elle est tombée enceinte à cause de ça. Et donc Zelena est la fille de Cora et d'un jardinier quelconque, sans intérêt, ce qui me fait à nouveau me demander comment ça se fait qu'elle a des pouvoirs magiques aussi poussés par rapport au reste de sa famille. C'est ça que je veux dire, Regina et Cora n'ont pas de pouvoir magique intrinsèque. Elles ont fini par apprendre ça d'elles-mêmes. Mais le bébé de Cora et d'un jardinier quelconque, d'accord. Ces petits détails à la con, quoi, comme par rapport au flashback sur Zelena cela dit, je vais revenir sur une petite critique que j'ai faite par rapport à ce flashback, étant donné que ça s'est passé bien avant, quelques temps avant l'histoire avec Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin n'est pas du tout censé être au courant de quoi que ce soit par rapport à cet enfant-là, c'est tout à fait normal. Donc voilà, hein, la petite critique que j'ai faite par rapport à ça, je l'efface totalement. Hein, c'est dit. Et donc Cora, qui a un petit peu le cœur brisé par le fait que ce soit juste un type qui l'a manipulé pour coucher avec elle, finit par se réconforter dans les bras du prince Léopold, qui passait par là. Le prince Léopold qui est, je rappelle, parce que c'est pas forcément c'est clair, le père de Blanche-Neige. Et le courant passe bien entre eux. Voilà, et ça tellement bien que apparemment au bout d'une semaine ou deux, et il finit par la demander en mariage. Et je dis au bout d'une semaine ou deux parce que mine de rien, ça fait 2 mois qu'elle commence à être enceinte. Ce genre de truc, la grosseur du ventre, ça finit par se manifester au bout d'un moment, quoi. Elle peut pas, ça n'a pas mis plusieurs mois à se mettre en place cette relation. Hein, donc au mieux un mois, hein, au mieux un mois pour se connaître, mais pas plus. Mais enfin bref, il est tellement attiré par elle, qui finit par laisser tomber la femme qu'on lui avait promise, la princesse Eva, la future mère de Blanche-Neige, pour se marier avec elle. Hein, et on sait comment ça se termine, ils vont vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants, et la méchante princesse Eva ne va pas y arriver, non. C'est très surprenant par rapport au portrait qu'on voit d'elle dans le flashback de Blanche-Neige à ce moment-là. C'est un peu surprenant, j'imagine, que c'est le fait d'avoir une fille qui l'a assagi, qui l'a rendu plus sage, plus gentil et tout. C'est un détail. Je serais pas contre qu'on fasse un petit flashback, hein, qu'on revienne sur un moment là-dessus qui explique un peu cette reconversion-là. Enfin bon, pour l'instant, tout va super bien entre elle et le roi, ils sont prêts à se marier incessamment sous peu, mais le jardinier coureur de jupons revient et lui fait un chantage pour lui dire que si elle vole pas un peu de richesse pour l'aider à s'en sortir, il dévoilera tout au prince Léopold, et donc ce sera un petit peu foiré pour leur mariage, sachant que juste un truc par rapport à ça, parce que c'est un truc qui est très bizarre par rapport pour moi. C'est-à-dire que, et en gros, ce qu'il veut lui avouer, c'est que Cora a couché avec lui et donc qu'elle est enceinte de 2 mois et demi à peu près.
Hein. Je pense que Léopold s'en serait rendu compte au bout d'un moment, les gars. Hein, je vois pas pourquoi Cora lui cacherait ça après avoir été aussi intime avec lui. Tu penses que le fait de découvrir au bout de 6 mois après votre mariage qu'au final, t'avais déjà un polichinelle dans le tiroir avant que vous vous rencontriez, sans que tu lui en aies parlé, ça va lui plaire. Ah, oui, c'est le petit détail, c'est le petit détail à compte ce flashback que j'aime pas trop. C'est-à-dire que il force le truc pour quelque chose qui n'avait pas besoin d'être forcé. On aurait pu faire en sorte qu'elle osait pas le dire par peur ou un truc comme ça. Et je veux bien le comprendre, mais au bout d'un moment, le coup du chantage ne sert à rien. Ne sert à rien à part retarder l'inévitable pour Cora. Donc je comprends vraiment pas pourquoi elle succombe au chantage. Mais alors, comme par hasard, pendant qu'il fait ce chantage, la princesse Eva est là. Elle écoute. Elle était cachée derrière un pilier. Elle a écouté leur conversation. Et comme par hasard, et personne n'a remarqué. Hein, c'est fortiche, vraiment fortiche. Et ouais, d'autant plus qu'elle a une suivante. Hein, elle a une fille qui la suit. Et elle n'a pas remarqué. Ni Cora ni l'autre type jardinier n'ont remarqué ça. Eh bien, ok, c'est cool. Enfin bref, Eva rapporte ça à Léopold, qui en veut à Cora, non pas parce qu'elle est enceinte d'avant, mais parce qu'elle lui a menti, en gros. Et en plus de ça, elle continue de lui mentir, c'est-à-dire que il essaye d'aborder ça de façon un petit peu subtile en disant j'ai entendu des rumeurs comme quoi vous seriez enceinte. Mais mon roi, ce ne sont que des rumeurs, ni prêter aucune attention. Et c'est là qu'il va se pointer. Ah, tu as menti, on t'a bien carotté. Et à ce moment-là, ben, Léopold se sent vraiment trahi et se dit non, hein, ça peut pas se faire, ça peut pas le faire. Ce qui est intéressant sur le principe, seulement il pose légèrement problème pour deux trois points. Maintenant que j'y pense, punaise, je viens juste d'y penser. C'est complètement bête, mais je viens juste d'y penser. Elle, mine de rien, le roi Léopold, quand il a décidé d'épouser Regina comme ça, il savait que il a connu donc Cora à un bon moment, un moment assez important. Il la reconnaît pas. Il l'a pas reconnu, il s'est pas dit tiens c'est bizarre, c'est ça, c'est l'enfant que t'as eu avec ce jardinier que t'as, je joue. Je viens juste y penser là. Donc ça respecte même pas pas du tout le flashback de Regina qui doit épouser le roi après la mort de sa femme en fait. Voilà. Au final, ça me pose légèrement problème. En fait, ça me pose un peu plus problème que ce que je pensais au final. Ouais. Donc le roi Léopold, à moins qu'il soit devenu complètement sénile, il a pas reconnu Cora quand il a épousé Regina comme ça. Ou bien est-ce que Cora lui a acheté un sort pour le manipuler? Je pensais que c'était un retcon qui passait bien, mais maintenant que j'y pense, pas tant que ça en fait. Je vais peut-être reconsidérer mon avis sur l'épisode. Enfin bon, je trouve qu'il reste bon malgré ça, mais... Ouais. Euh, donc ouais, bon, malgré tout, elle est en rogne, elle est obligée d'abandonner son enfant parce que déshonneur sur elle, si elle l'a, elle ne pourra pas être plus qu'une fille de meunier. Parce que... Mais ouais, donc elle abandonne sa fille, Zelena, parce que c'est une garce, Cora. Donc vraiment, hein, c'est une putain de garce, je suis désolé. C'est bien avant qu'elle retire son cœur pour être sans sentiment, elle se comporte en garce en abandonnant sa fille. Et en plus, apparemment, c'est même pas elle qui l'a mis dans une tornade à ce moment-là. C'est aussi pour ça, mine de rien, c'est pour ça que je pensais clairement
Et c'est ça le truc, que ça se passait après le moment où Rumpelstiltskin lui a enseigné la magie. C'est parce que elle a été envoyée là-bas, Zelena, par Tornade. Mais apparemment, ouais, la Tornade, je sais pas trop d'où elle est venue, j'espère qu'ils expliqueront un petit peu ça, mais la Tornade qui a envoyé Zelena à Oz, c'est pas du tout dû à Korra. J'espère qu'ils vont pas dire « Ah, c'est une tornade magique qui passait par là » parce que ce serait de la connerie. Je suis désolé, c'est de la connerie. Voilà, donc j'espère qu'ils expliqueront ça. et donc voilà, Eva semble jubiler légèrement. Enfin, légèrement, quand je dis légèrement, on la voit pas trop jubiler, mais... j'ai du mal à voir si c'est vraiment par méchanceté pure qu'elle a fait ça, ou enfin par envie d'avoir le pouvoir d'être mariée au prince Léopold, ou si c'est parce que elle trouve que l'intégrité c'est très important, et donc que le fait de voir cette femme qui trompe complètement un homme, eh ben ça l'a révulsée. Elle s'est dit qu'au final non, elle n'allait pas laisser faire ça. Ce qui expliquerait un petit peu son comportement dédaigneux envers Korra après, dans le premier flashback qui se passe dans le futur de celui-ci. C'est intéressant, maintenant que j'y pense, avec toutes les connexions, tout le lien de cette histoire, ça commence un petit peu... je commence à m'emberlificoter un petit peu, et dès lors que j'essaye de démêler le tout, ça amène pas mal de réflexions intéressantes, en fait. Bon, dans notre présent, Zelena rend visite à Regina, ils ont une petite discussion très acerbe, mais au final, tout ça n'était qu'un plan pour distraire Regina, pendant que Rumpelstiltskin attaquait les hommes de Robin des Bois pour voler le cœur. Au passage, pour voler le cœur, il se voit forcé de menacer la vie du fils de Robin des Bois pour qu'il lui donne. Et c'est un truc que j'ai bien aimé, là où Regina aurait pu mal le prendre, c'est-à-dire aurait pu être énervée contre Robin des Bois de lui avoir donné le cœur, elle comprend parfaitement son geste, et elle lui en veut pas du tout. C'est un de ces détails qui font que j'ai fait ce que j'ai fait au début de cette vidéo, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, elle décide de chercher un petit peu dans les affaires de Rumpelstiltskin, parce que c'est le coin où aller à chaque fois, de chercher dans ses affaires, pour savoir un petit peu ce que trame réellement Zelena, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle veut du courage du prince charmant avec son cœur et différents trucs, et du bébé de Blanche-Neige, parce que oui, elle veut clairement ce bébé pour une raison particulière. Elle cherche un petit peu auprès de la boutique de Rumpelstiltskin. Elle tombe sur Belle qui l'a toujours mal après tout ce qu'elle lui a fait. Ça aussi, c'est un truc que j'aime bien. Je veux dire, on pourrait se dire, ah c'est bon, elles ont laissé... l'encre a coulé, elles y pensent plus, mais quand même, quoi... Belle a toutes les raisons d'être complètement en rogne contre Regina après tout ce qu'elle lui a fait. Et c'est très bien retranscrit là. Elle fait des petites excuses qui sont à moitié crédibles. On sent qu'elle veut quand même elle veut arranger ça, mais juste parce que y a besoin de le faire, quoi. C'est pas parce qu'elle ressent vraiment de la culpabilité, mais mine de rien, elle arrive à gérer ça de façon assez calme et posée. Elle finit par se dire « Ah oui, la bougie !» Et c'est là que Belle se dit « Ah, cette bougie-là » en tenant le chandelier qui contient l'âme de lumière. Petite référence, j'ai bien aimé ça, mais elle dit « Non, pas cette bougie-là, la bougie qu'on a utilisée pour tuer Korra. » Et elle se dit qu'avec, on peut invoquer l'âme de Korra pour qu'elle dise qu'en est-il des circonstances de la naissance de Zelena, et pas mal de choses. Qu'est-ce qu'elle veut en fait? Donc il convoque un peu tout le monde, en particulier Blanche-Neige qui est responsable de la mort de Zelena, de Korra, parce que bon, il y a besoin du meurtrier et de l'arme du meurtre pour que ça marche ce sort-là. Et au début, ça n'a pas l'air de marcher. Donc, ah zut, dommage, tout le monde se barre, et Regina reste seule avec Blanche-Neige, et qui commence vraiment à se sentir un peu désolée par rapport à tout ça, c'est-à-dire que le fait qu'elle l'a manipulée pour tuer Korra. À nouveau, un truc que j'ai moyennement apprécié, c'est le fait qu'elle s'excuse pour avoir tué Korra, alors que je m'excuserais plutôt pour le fait de l'avoir forcée à tuer Korra de ses propres mains. Parce que je suis désolé, à sa place, je me sentirais pas désolé une seule seconde.
que Cora soit morte. Je me sentirais désolé de la façon dont j'ai amené ça. C'est-à-dire d'avoir manipulé les sentiments de Regina. Je me sentirais désolé pour ça, mais pas pour la mort de Cora en soi. Hein, par rapport à tout ce qu'elle tout ce qu'elle a fait, non, hein, vraiment non. Mais bon, hein, ils vont essayer de rendre ça un peu plus dramatique, notamment par rapport au flashback. Et justement, après ça, elle se retrouve coincée dans la maison de Regina. Et c'est là que l'esprit de Cora apparaît. Et il apparaît cet esprit. Un esprit de Cora qui a le même âge que dans le flashback, parce que c'était un peu trop compliqué d'avoir les deux actrices. Le fantôme de Cora essaye de s'en prendre à Blanche-Neige, mais Regina l'en empêche. Bon, elle dit que c'est pour elle, parce qu'elle veut des réponses, mais on sent que c'est un peu par empathie pour le statut de mère de Blanche-Neige, parce qu'elle comprend un peu maintenant ce que ça fait d'être parent et ce que ça représente en termes de sentiments. Donc elle commence à ressentir un peu d'empathie, que ce soit pour Blanche-Neige comme pour Robin des Bois. Donc ça aussi c'est un truc que j'ai bien aimé à ce niveau-là. Mais malgré ses essais, elle n'empêche pas le fantôme de Cora d'entrer en Blanche-Neige et de la posséder. Maintenant Cora est de retour. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Elle lui donne les souvenirs donc du flashback en question. Et c'est là que Belle apparaît et leur dit qu'elle a fini par trouver en faisant des recherches ce que cherche à faire Zelena, c'est-à-dire retourner dans le passé avec un sort. On le savait, mais maintenant les protagonistes le savent. Et donc ce qu'il lui faut, donc l'épée de enfin le symbole de courage, un cœur rude et deux trois autres petites choses, ça lui permettra de faire un sort de voyage dans le temps. Et étant donné que Blanche-Neige vient d'avoir les souvenirs de Cora par rapport à la fameuse période qu'on a vue, c'est pour revenir à l'époque où Eva a dénoncé Cora, et pour la tuer, Eva, afin qu'elle naisse et que apparemment le prince Léopold ne fasse pas le lien avec le fait qu'elle ait mis seulement 6 mois à naître au lieu de 9. Je sais pas, ça me paraîtra toujours bizarre ce truc. Sincèrement, personne ne remarquera ça. C'est le gros problème que j'ai avec cet épisode en fait. Et étant donné que ça va jouer un rôle important par rapport ça joue un rôle important par rapport à ce que veut faire Zelena, je trouve ça bizarre. Vraiment bizarre. Oh, enfin bon, ils finissent par se rendre compte de ça, et par se rendre compte que, étant donné que Zelena était à fond dans le bébé de Blanche-Neige, elle tient à la voir pour compléter le sort. Je maintiens mon pari, même si j'en suis plus aussi sûr qu'avant, que c'est pas vraiment l'enfant du prince charmant. Voilà, que c'est quelque chose qui a été fait par magie par Zelena ou un truc comme ça, et que c'est pas au final véritablement l'enfant de Blanche-Neige. Je reviens à parier ça, c'est-à-dire que ils vont sacrifier cet enfant-là, et étant donné que je suis quasi certain que le sort va se faire. Sérieusement, si vous faites pas le sort qui revient dans le temps pour l'intrigue, à ce moment-là, vous rateriez une super occasion, je le dis clairement. Sans ça, avec le fait qu'on va être légèrement forcé, pour moi, de sacrifier ce bébé, je pense vraiment qu'ils essaieront de faire en sorte que c'est pas un bébé né d'un amour ultra véritable, et qu'au final, il y a des manipulations magiques là-dedans. Voilà, parce que bon, je sais que Blanche-Neige et Prince Charmant sont un couple particulier, parce que ils représentent l'amour sincère ultra pur, et donc c'est pour ça que qu'Emma était la sauveuse, et donc le bébé par rapport à ça devrait être spécial, mais ouais, ce serait quand même ce serait un peu redondant si c'est comme ça. Mais à nouveau, hein, ça pourrait être le cas, ça pourrait juste être parce que c'est Prince Charmant et Blanche-Neige que ça marche. Impossible, hein. À nouveau, c'est un pari, je suis vraiment pas sûr de moi là-dessus, mais je parierais que c'est pas totalement le fils de David, ça. Voilà. Et donc, pour terminer, maintenant que tout le monde s'est juré de protéger le bébé, bien entendu, il laisse Blanche-Neige toute seule, avec Regina, d'accord, certes, et Blanche-Neige toute seule avec Regina.
qui apparemment n'a aucun problème à avoir des sentiments maintenant que son cœur est parti, mais elle le dit elle-même, apparemment elle a jeté un sort sur son cœur de façon à ce que elle ne puisse pas être contrôlée comme à distance comme les autres. Voilà, histoire de faciliter le truc. Et j'imagine qu'elle a fait un truc par rapport à ses sentiments aussi, ok. J'accepte. C'est un peu facile, mais j'accepte. Et donc, ils ont une dernière conversation cœur à cœur, où elles se rendent compte qu'au final, leur espèce de conflit qu'il y a entre elles était vachement compliqué, de plus en plus compliqué qu'il n'y paraît. Et on sent un vrai début de lien qui se crée entre elles, en fait. Voilà, elle se lance encore des pics par rapport à ça, parce que bon, ouais, c'est pas des super potes, les meilleurs amis du monde, mais voilà, le lien qui se crée entre elles à la fin de cet épisode est très sincère et assez touchant. Et s'il continue là-dessus, vraiment, je serais bien content. Voilà, j'espère que on va pas avoir à nouveau repartir sur la crise. Ah, je veux la tuer, sa mort et tout ce qui m'intéresse et tout. S'ils arrivent à bien gérer ça, ça pourrait être pas mal. Ouais, donc, ça pourrait être une relation très intéressante entre ces deux-là, entre ces deux anciennes rivales, qui est pas mal. Et cela étant, en plus de ça, Regina finit par se rendre compte qu'elle veut maintenant partir vers son propre bonheur et qu'elle ne veut pas juste la vengeance. Elle se dit qu'il doit y avoir quelque chose pour elle à la longue. Et elle ne se raccroche pas seulement à Henri. Et c'est pour ça qu'elle se jette à la fin dans les bras de Robin des Bois. Voilà, c'est un baiser plutôt joli. Et voilà, si vous ne l'avez pas compris par rapport à mon début d'épisode, j'accepte cette reconversion. Voilà, Regina est une gentille. Mine de rien, elle a des casseroles que j'ai toujours un peu de mal à pardonner, mais elle a pris une voie qui était très très satisfaisante à ce niveau-là. Et à nouveau, on n'a pas oublié tout ce qu'elle a fait avant. Le passage avec Belle, j'ai trouvé que ça intéressant de garder ça, vraiment. De ne pas faire comme si, bon, je t'accepte, puis sans rancune, quoi. Non, non, il y a encore du ressenti envers elle, et c'est tout à fait normal. Et voilà, quoi, elle part vraiment sur une très bonne voie, et à moins qu'il foire ça complètement, ben... Ok, j'accepte. Regina est une gentille. C'est incroyable, hein. Donc ouais, ça c'est un truc, cet épisode aura bien réussi pour moi. L'autre truc que cet épisode a pas trop mal réussi, c'est les petites scènes entre Rumpelstiltskin et Zelena. Et oui, je l'ai dit depuis un petit moment, je suis pas particulièrement fan du personnage de Zelena, et ça n'a pas trop changé. Je ne vous le cache pas. Je suis toujours pas extraordinairement fan du personnage de Zelena dans cette série, mais mine de rien, cet épisode, elle passe bien. Elle a un petit moment avec le personnage de Rumpelstiltskin en l'invitant en dîner pour lui faire une petite proposition en lui disant que hey, tu sais quoi, je vais retourner dans le temps et si tu œuvres avec moi, on pourra faire en sorte que tu récupères ton fils. Seulement voilà, là où elle veut se rendre, ça n'a rien à voir avec le moment où son fils a été perdu. C'est beaucoup plus tard, donc c'est un peu râpé pour ça, je pense. À moins que vous puissiez retourner dans le temps à deux époques différentes l'un l'autre. Ouais, c'est un peu bizarre ça. Et donc Rumpelstiltskin, je voulais l'intéresser, mais en gros il fait ça pour lui reprendre la dague, voilà, en essayant de la charmer. Et ça... Et ça a l'air de marcher, mais au final, elle finit par s'en rendre compte dans une scène que j'ai trouvé un petit peu bizarre, c'est-à-dire que il s'apprête à mettre la main sur la dague, mais elle ne fait rien, quoi. Elle a pas la main dessus, elle, mais ça l'empêche quand même de le faire. Bah, ou alors elle a fait gaffe genre à la dernière seconde et le fait d'avoir conscience qu'il veut prendre la dague, c'est ça qui l'a empêché de le faire. C'est un peu bizarre cette mise en scène. Je trouve des trucs à chipoter parce que c'est vraiment rien. Et elle finit par se rendre compte qu'il ne veut pas parce que il a un moment assez noble en disant oui, la dernière chose qu'a faite mon fils, c'est se sacrifier pour que tu puisses être vaincu. Donc mon but, c'est de te tuer là. C'est pas de revenir dans le temps pour le sauver. Et c'était assez fort. Et Zelena qui l'envoie dans sa cage. Et voilà, c'est le tout petit truc que je pourrais ressentir envers Zelena, c'est que c'est quelqu'un qui essaye de lutter à fond contre la solitude. Voilà,
elle est complètement dévastée par sa solitude et c'est ça qui l'enrage. D'ailleurs, et à ce moment-là, j'arrive à ressentir un petit peu quelque chose pour elle. Au moment où Rumpelstiltskin lui dit merde, je travaillerai pas pour toi, et qu'elle l'envoie et qu'elle l'envoie loin, hein, c'est-à-dire va dans ta cage, et on sent cette frustration qu'elle a, et le fait que au final ce qu'elle cherche c'est être reconnue, et c'est avoir quelqu'un qui croit en elle en fait. C'est un, et j'ai dans les épisodes précédents, pour moi, c'était juste ça passait juste en termes d'écriture et de jeu d'actrice comme une crise d'ado et je le pense encore. Hein, c'est comment avez-vous me faire ça? Je devrais avoir ça et pas. En s'énervant pour un rien et c'était pas particulièrement bien fait. Là, sa colère était bien amenée et on sentait un petit quelque chose pour elle. Donc là. Je dis pas que ça devient tout d'un coup un super personnage de méchant, mais ça passe mieux par rapport à avant. Cela étant, ouais, c'est un très bon épisode sur pas mal de points. Enfin, c'est ce que j'aurais dit si j'avais pas remarqué certains détails par rapport à la cohérence avec d'autres flashbacks. Donc là, je me restreins pour dire que c'est juste un bon épisode qui fait bien progresser les choses. Alors là, ça crée du suspense, les choses vont avancer très vite et ça fait plaisir de voir ça. Et j'attends impatiemment de voir comment tout ça va se poursuivre dans la suite. À très bientôt, ciao!